Salut à toi qui nous écoute et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode. Un épisode spécial car aujourd'hui, Fille Expat souffle sa deuxième bougie. Et oui, déjà 2 ans que j'ai décidé de tendre mon micro à des femmes expatriées aux 4 coins du monde et pour te donner quelques chiffres très rapidement, Fille Expat, c'est plus de 70 témoignages de femmes qui ont entre 18 et 74 ans et qui nous ont permis de découvrir 60 pays à travers le monde. En 2 ans, 115 épisodes ont été mis en ligne pour toi gratuitement et ça représente 70 heures de contenu mais environ 2000 heures de travail. Donc pour te donner une idée, c'est 50 semaines de travail à temps plein que j'ai fait de façon volontaire mais surtout par passion. Mais au-delà de tous ces chiffres, c'est surtout des rencontres que je n'aurais pu jamais faire si je n'avais pas forcé le destin. C'est des nouvelles amitiés très fortes et des moments qui ont changé le cours de ma vie, mais pas seulement la mienne car vous êtes nombreuses à m'avoir déjà contacté sur Instagram pour me dire que le podcast vous a encouragé à oser sauter le pas de l'expatriation ou alors il vous accompagne également dans votre nouvelle aventure à l'étranger. Je vais m'arrêter là car comme tu t'en doutes, je ne suis pas seule aujourd'hui derrière mon micro et pour m'aider à souffler ces 2 bougies, j'ai l'honneur de recevoir non une, mais 2 invités. Des invités qui sont, comme moi, passionnés par l'expatriation, mais aussi par le monde du podcast. Je nomme donc Anne-Fleur du podcast très connu French Expat, le podcast, et Emmanuel du très talentueux podcast En Éclaireur. Coucou les filles. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors juste au cas où s'il y en a qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, Anne-Fleur, est-ce que tu veux bien dire ton prénom comme ça on mettra une voix derrière un prénom? Je suis Anne-Fleur. Emmanuel à ton tour. Et je suis Emmanuel. Ok, ça va. Je pense que vous avez une voix quand même assez distincte. Alors merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et pour info, toi qui nous écoutes, sache que Anne-Fleur et moi, on est pratiquement sur le même fuseau horaire nord-américain. Mais Emmanuel nous fait l'honneur d'enregistrer cet épisode à 22h car oui, Merci Emmanuel. Oui, gérer un podcast sur l'expatriation, c'est devoir constamment s'adapter à tous les fuseaux horaires. Et d'ailleurs, les filles, j'allais vous poser comme question, quel a été pour vous l'horaire le plus fou à laquelle vous avez dû enregistrer un épisode? Soit très tôt le matin, tard le soir, j'ai essayé, mais j'ai pas refait parce que je suis pas très vive d'esprit. Tôt le matin, vers 4h30, 5h, mais pas beaucoup plus tôt. La voix, elle passe à l'heure là, ça va? À 4h? Alors en fait, tu peux facilement, si t'écoutes tes épisodes, tu peux facilement savoir lesquels j'ai enregistré le matin et ceux que j'ai enregistrés en journée. J'ai une voix un peu plus rauque quand même le matin. C'est clair. Et toi, Emmanuel, apparemment, 22h le soir, il n'y a pas de problème. C'est plutôt tard le soir, ouais. Bah en fait, en étant en Asie, bien souvent c'est nous les premiers levés, donc c'est plutôt moi qui me couche tard pour pouvoir m'adapter à mes invités aux 4 coins du monde. Trop drôle. Mais moi, j'ai de la chance parce que jusqu'à maintenant, à part peut-être une fois à 21h et une fois peut-être à 7h, en général, j'arrive à adapter ça le truc. Ouais, franchement, ça va. Mes invités ont été super sympas jusqu'à maintenant. Parce que ouais, moi, c'est pareil, il me faut des créneaux où je pète la forme en fait. Donc voilà. Donc les filles, Anne-Fleur, on va peut-être commencer par toi. Je vais te laisser brièvement te présenter si tu peux nous dire ton âge, la ville où tu te trouves et en quelques lignes ton expérience d'expatriation. Ouais, alors j'ai 37 ans. Toutes mes dents. Excusez-moi, blague de vieux. Je vous parle depuis Denver dans le Colorado, donc au centre des États-Unis, en montagne, et j'y suis depuis pas très longtemps. Je viens de faire 10 ans sur la côte est à Boston. Je suis arrivée aux États-Unis, moi, il y a 15 ans pour un stage de fin d'études et pas super original. J'ai rencontré un mec qui est devenu mon mari et voilà. Donc on a vécu ensemble en France pendant quelques années et puis là. Depuis qu'on est revenu, ça va faire 11 ans qu'on est installé aux US. On a un petit garçon qui a presque 4 ans. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à tout? Je pense, oui. Et puis de toute façon, j'inviterai celles et ceux qui nous écoutent à aller voir vos podcasts parce que t'as un épisode aussi où tu parles vraiment plus en détail de ton expérience et c'est super intéressant. Même déjà, comment t'en es venu dans le podcast alors qu'à la base, c'était pas du tout dans ton background, entre guillemets. Non, c'était pas au programme. Et toi, Emmanuel? Et moi, 31 ans, 6 ans, presque 7 d'expatriation en Asie. Et en fait, un coup de foudre pour l'Asie qui a débuté quand j'étais étudiante également. J'étais partie en échange à Singapour par grande curiosité et j'ai absolument adoré. J'ai eu la chance de faire un échange vraiment à la cool avec 2 jours de cours par semaine et 4 jours off. On a pu bien en profiter. Et dès que je suis retournée en France, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de rentrer à nouveau à Singapour. Donc voilà, j'ai fait 3 ans à Singapour, bientôt 4 ans à Hong Kong. Et voilà, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, notamment depuis 2 ans. mais ravie de toute cette aventure et de tout ce que ça a pu m'apporter d'un point de vue pro et perso.
Oui, d'ailleurs, j'ai écouté ton épisode qui est sorti récemment où justement tu parles avec ton invité de tout ce qui s'est passé récemment à Hong Kong par rapport au Covid, aux émeutes, etc. Donc c'était super intéressant d'entendre de personnes qui sont en train de le vivre en temps réel. Donc merci. Merci à vous les filles. Je pense que c'est important en fait bon, évidemment si on fait un podcast c'est pour une bonne raison. Je pense que beaucoup de gens sont intéressés. Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et de faire découvrir plein de pays. Et en interviewant d'autres expatriés comme vous, en fait on a un regard ultra personnel et ultra sincère aussi. Enfin, personne n'est là pour cacher quoi que ce soit ou pour mettre en valeur quoi que ce soit. On n'est pas là pour vendre notre pays, juste pour raconter notre histoire. Et je pense que ça fait tout l'intérêt de nos podcasts. C'est ça. Et puis, je sais pas si vous l'avez entendu en intro, du coup, le nombre d'heures qu'on passe. Je me suis amusée à faire une petite moyenne. Mais oui, c'est incroyable. Je me suis dit, ça fait flipper parce que je me suis dit, si tu prends une vingtaine d'heures entre, tu vois, chercher les invités, enfin, tout ce qu'il y a autour d'un épisode, c'est impressionnant, en fait, de mettre ça sur papier. Et c'est vrai que chaque expérience d'expatriation est unique à soi-même. Et donc, on pourrait en passer du temps à produire plein d'épisodes. Donc ouais, franchement, c'est génial. Et du coup, pour cet épisode spécial, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous voulez rentrer dans le détail de leur parcours, je vous invite à aller voir leur chaîne de podcast. Du coup, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent parce que j'ai envie de vous proposer de quelque chose un petit peu plus drôle. J'espère qu'on va essayer d'être drôle, les filles. On va essayer. On sait pas, mais c'est ça. Et dans le but d'essayer d'être drôle, c'est aussi essayer d'éliminer peut-être certaines peurs qui peuvent être liées à un projet d'expatriation. Donc par exemple, en termes de peur, il y a souvent la peur de la langue qui revient chez les personnes qui voudraient s'expatrier pour une première fois. Donc du coup, j'aimerais faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent que c'est ok de dire des conneries si tu pars à l'étranger. On va se moquer de toi, mais c'est pas grave parce qu'au final, ça devient drôle. T'auras une histoire en plus à raconter à ton agenda. Et donc du coup, est-ce que vous auriez une histoire, vous, un ou deux moments que vous avez vécu en termes de langue où vous étiez complètement à côté de la plaque? Tu veux aller en premier, Manuel, ou tu veux... Allez, je me lance. Avant de raconter une de ces histoires comme ça, je voudrais aussi rappeler que notre accent français est un atout au final. On s'en rend pas forcément compte, mais moi j'en ai beaucoup joué en Asie. Notamment, j'avais un rôle de commercial pendant un moment, et en fait je commençais toutes mes réunions par dire Yes, I'm French, as you can hear. Et en fait ça faisait rire tout le monde tout de suite, et ça détendait l'atmosphère, c'était nickel. Outre cette petite parenthèse, en effet, la langue, c'est un sujet. Et en fait, moi, il y a eu une soirée qui m'est restée vraiment en mémoire, parce que je m'attendais pas du tout à ce que mon anglais se mette à fourcher. En fait, j'étais à Singapour avec des amis singapouriens. Et à Singapour, la population est assez multiculturelle. Donc, t'as des gens qui viennent de Malaisie, d'Inde, des Philippines, etc. Et là, en particulier, on avait un pote indien qui nous a dit « Allez, venez, je vous emmène dans mon resto indien préféré de Singapour. C'est un délice, on croirait qu'on est au milieu de ma région dans le sud de l'Inde. Donc super, on y va. Et c'est pas le restaurant indien comme t'as à Paris où tu sais, t'ouvres le menu, t'as des petits piments à côté des plats et tu prends le plat. C'est vrai quoi. Voilà. Ouais, parce qu'à Paris, tu prends le plat à 3 piments, t'es trop content, tu dis ah c'est bon en fait. Nickel, cher. Je pense que c'est trop fort, mais pas du tout. Là, j'avais pas de piment sur le menu, donc j'avais aucune idée de qu'est-ce qui était épicé, pas épicé. Donc on commence à prendre des currys notamment. Mais il t'a pas aidé ton pote? Ah non, il était pas là ton pote du coup. Si, il était là, mais il m'a dit allez, vas-y, tente. Et puis je pense qu'il se rendait pas compte en fait de mon niveau de tolérance des épices. Et en fait, ça a été infernal, mais infernal vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire que et le feu qui arrivait dans ma bouche, mais de manière extrêmement rapide. Et en fait, ce que je ne savais pas, mais c'est que quand tu manges ultra épicé, non seulement, bon, ok, tu commences un peu à pleurer, à sentir pas très bien, mais t'as une sorte d'euphorie et j'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à mettre les idées en place, tu vois, donc je commençais à dire un peu, vraiment à dire un peu n'importe quoi, mais je pense que même si j'étais avec des Français, ça aurait été pareil, mais là, mon anglais, n'importe quoi. Mais tout le monde a bien rigolé, donc là, je pense que tout le monde se souvient que la Française, elle supporte pas trop l'épicé. Mais voilà, c'était très drôle au final, et tout le monde en rigole, et c'est ça qui compte, et c'est pas du tout un problème, au contraire. Non, c'est clair.
Ouais, je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel parce que moi, quand je suis arrivée au début aux États-Unis, ma première expérience de vie à l'étranger, c'était à Buffalo, au nord-ouest de l'État de New York. Et une des spécialités en fait culinaires de Buffalo, c'est les chicken wings, les buffalo wings. Et c'est en fait de la sauce qui pique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, si tu veux, tu as un bar dans la ville de Buffalo qui s'appelle le Anchor Bar, qui est soi-disant les gens qui ont inventé les chicken wings lors d'une tempête de neige. Il y avait plus rien à bouffer. Ils se sont dit vas-y, on va frire les ailes de poulet. Et en fait, t'as, je sais pas, genre une copie double entière, tu vois, au niveau menu, de sauce, en fait, de la plus soft à la pire en termes d'épices. Et la pire s'appelle Suicidal. Et comme je suis obligée, tu vois, de tester, etc. Genre, je n'ai pas pris 6, genre, c'est sérieux par 6. J'en ai testé une et effectivement, Emmanuel, je vois de quoi tu veux parler. Ça fait mal, ça te rend un peu, un peu tipsy, quoi. C'était un petit peu rigolo. Et j'ai appris que mettre du pain, de la mie de pain, tu vois, sur la langue, etc., ça te permet de réatterrir un peu plus rapidement et de boire des bulles, surtout pas boire d'eau. Donc voilà, c'était mon petit truc pour Attends, parce que du coup, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi aux États-Unis, du coup, avec des chicken wings, où on m'a dit, et c'était même pas le Suicidal, c'était un peu au-dessus. C'était aussi Buffalo One Wings. Tu sais, il y a la chaîne, du coup, maintenant, Buffalo One Wings. Non, Encore, Wild Wings. Oui. C'est pas vraiment de Buffalo. Ouais, non, mais je veux aussi te parler de, je sais. Ils sont moins bons, mais moi, du coup, on m'a dit, il faut absolument que tu goûtes celle-ci. Non, tu verras, c'est pas trop hip. Mais moi, j'ai pleuré et j'ai frappé mon pote. Je lui ai littéralement donné des coups de poing. Je lui ai dit, franchement, c'est aberrant de faire ça aux gens, de te mettre dans un état pareil. Mais, pour rebondir quand même sur le Anchor Bar, parce que du coup j'habitais à Burlington qui se trouvait à peu près à 1 heure de Buffalo si on compte le passage à la douane. Oui. Et du coup mon papa est venu me rendre visite, enfin mes parents sont venus me rendre visite à Noël et il est grand fan des Buffalo, des Buffalo Chicken Wings. Donc du coup je lui dis bah écoute je vais aller t'emmener à Anchor Bar parce que c'est quand même super connu. Et puis bon, c'est qu'à 1 heure de route. Donc déjà, passer la frontière et expliquer à la douane que tu vas juste quelques heures pour manger des chicken wings. Donc déjà, ils te prennent pour des tarés. Bon, ils doivent être fiers. Ouais, mais bon, ils nous ont quand même laissé passer. Mais le pire, c'est que on arrive sur le parking. Et là, je ferme la voiture. Donc, tu sais, tu peux locker ta voiture à l'intérieur. Il y a un bouton. Et moi, j'avais pris le réflexe de faire ça. Sauf que j'ai laissé la clé dans la voiture. Aïe. Bon, du coup, le truc, c'est que le Anchor Bar, il est génial, mais il y a 45 minutes d'attente en moyenne pour commander les chicken wings. Du coup, je suis rentrée à l'intérieur, commandé les chicken wings, demandé à la serveuse d'appeler AAA. Donc, AAA, c'est une agence qui vient nous dépanner en urgence. Pendant ce temps qu'on attendait les wings, ils sont venus récupérer les clés dans la voiture. Donc, tout ça pour manger des wings. Bref. Ouais, ça se mérite, hein. Mais maintenant, c'est ça, Anne-Fleur, puisqu'on va venir au culinaire un peu plus tard. Non, un moment embarrassant. Écoute, franchement, j'en ai eu plein au cours des 15 dernières années, on va pas se mentir. Tu parlais de la langue tout à l'heure, Emmanuel, et bah moi en fait si tu veux je suis arrivée aux États-Unis, mon anglais était pourri de chez pourri, mais genre c'est pas tu sais première de classe qui dit j'ai loupé mon contrôle, c'était allemand première langue, l'anglais me servira jamais, genre hyper visionnaire. Et donc je comprenais vraiment pas grand chose, tu vois. Et donc j'avais beaucoup de moments de solitude les premiers mois et je sais pas au bout de 2 mois je rencontre Mike qui est devenu mon mari et on sort boire des verres avec plein de copains hein. Et puis on rentre, c'était pas moi qui conduisais, mais ma voiture était garée chez lui. Et en fait, pour vous dire le mauvais anglais que j'avais, en fait, je lui ai demandé s'il voulait bien coucher avec moi textuellement, pour lui demander en fait si je pouvais dormir chez lui parce que j'avais trop bu. Et bon, c'était le soir de notre first kiss quoi. Sa réaction était toute mignonne, tu vois, il a mimé dormir pour s'assurer qu'il avait bien compris. Pour essayer de m'accorder le bénéfice du doute parce que les Françaises ont aussi quand même quelques petits clichés là-dessus qui circulent, donc il y avait quand même matière à confusion. Donc voilà, c'était mon petit moment embarrassant sur la langue, mais qui s'est quand même bien fini. Anne-Fleur, tu viens peut-être de percer le mystère de pourquoi les femmes, nous sommes françaises, avons cette réputation, c'est que sleeping, Donc c'est pas parler anglais. C'est ça. Et on dit sleeping pour dire dormir, alors que pour eux, c'est avoir du sexe. C'est peut-être ça. Peut-être ça. Et en plus, tu sais quoi, c'est drôle parce que, du coup, je vais rebondir. Moi, le moment en mode, mais j'aurais mieux fait de me taire. Et en plus, c'est lié à ça. J'étais à une réunion, donc quand je travaillais aux États-Unis, j'étais chef de projet. Et donc, dans la sidérurgie, donc principalement d'hommes. Et donc, j'étais à une réunion, la seule femme. Il y avait 8 hommes à peu près, vraiment toute tranche d'âge, et le chef à côté de moi, on était debout, et en fait ça faisait des mois qu'on parlait, est-ce qu'on allait faire ci, ça, et personne ne voulait prendre une décision, et moi ça commençait vraiment à me frustrer. Et donc je me suis dit, bon écoutez les mecs, ce qu'on va faire, on va faire un tableau des pour et des contre. Donc, vous savez comment on dit pour et contre en anglais. Pros and cons. Voilà, sauf que moi, comme j'étais un peu énervée, tu vois,
J'ai dit, on va faire un tableau des pros and cons. Et là, mais je me suis pas rendu compte. Donc tout le monde commence à rigoler. Donc pour toi qui nous écoutes, en fait, ce que je venais de dire, au lieu de pour et contre, je parlais de pornographie et de préservatifs. Donc absolument rien à voir. Et là, juste quand il y a le chef, il s'est mis à côté de moi, il m'a dit, c'est ce que tu viens de dire. Je suis devenue toute rouge. Je savais même plus où me placer. C'est une expression française. Ça n'est pas bien. C'est idiomatique. C'est ça. Exactement. Et il y en a une autre aussi où j'ai fait une belle boulette. C'était pareil à une réunion, mais là il y avait au moins 20 hommes autour de cette table. En plus, c'était au tout début que j'arrivais aux États-Unis et j'osais déjà pas souvent prendre la parole. Et là, je me suis dit non, on avait eu un gros arrêt de maintenance et on devait parler des erreurs qu'on a observées pendant cet arrêt de maintenance. Et moi, j'ai voulu dire qu'il y avait un problème sur la feuille de sécurité. Le problème, c'est que la feuille SHEET, et ben moi, j'ai dit safety shit au lieu de safety shit. Et donc du coup, encore une fois, tout le monde rigole. Et bref, j'osais plus me placer, mais au final, le chef de la ligne, qui lui était de Inde, justement Emmanuel, il m'a remercié d'avoir fait cette boulette, parce qu'il m'a dit, à partir de maintenant, c'est de toi qui vont se foutre de la gueule et puis de la mienne. Donc merci beaucoup. Ils sont durs avec l'accent, je trouve. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas grave. Si notre anglais, ou peu importe la langue du pays, n'est pas parfait, au final, ça fera rigoler tout le monde et ça fait passer un bon moment dans la journée. Exactement. Et c'est un bon icebreaker, tu sais, pour lancer la conversation. C'est clair. C'est pas mal. Moi, tu vois, par contre, j'ai jamais utilisé le I'm French. Moi, en présentation client, je le faisais beaucoup, genre I'm French, si vous comprenez pas, arrêtez-moi, j'ai un accent tout pourri, machin. Désolé, Ouais. t'attends. Exactement, ouais, ça fait la petite française. Ouais, c'est Faut clair. utiliser à tout qu'on a. Hein. Et moi, d'ailleurs, ce qui me faisait rire au Canada, ils aimaient bien, enfin, s'ils disaient quelque chose de mal poli, après avoir dit cette chose, ils disaient « Pardon my French Ah, ils le disent aux États-Unis, ils sont... ». Ouais, mais du coup, après, ils me regardaient, ils étaient « Oh, sorry, Kelly. » Bah non, si c'est votre expression, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, merci d'avoir partagé ces petites anecdotes. Donc du coup, la prochaine question normalement était sur les expériences culinaires, parce que du coup la peur de l'inconnu, c'est aussi un autre frein lorsqu'on envisage de quitter une situation, on va dire, confortable, et donc découvrir une nouvelle culture, c'est justement découvrir des choses culinaires. Donc bah du coup Emmanuel, je pense que c'est ça l'histoire que t'allais nous raconter par rapport au plat indien. Il y avait celle-là, et en fait, en vous écoutant, il y a une autre expérience culinaire qui m'est venue en tête. À Singapour, l'une de leurs grandes spécialités, c'est le durian. Je sais pas si ça vous parle. C'est un fruit, non Ouais, enfin, je pense que tous les fruits sont offusqués qu'on appelle ça un fruit. Mais en effet, censé être un fruit. Qui est donc en fait le fruit national de Singapour, donc ils sont extrêmement fiers et donc évidemment dès qu'ils veulent accueillir un étranger, ils leur offrent du durian. Ils savent très bien que le durian c'est un goût très particulier et surtout une odeur mais en fait ça pue mais vraiment ça pue. Mais ça pue quoi? Si bien que le durian est interdit dans le métro à Singapour, t'as pas le droit de te pointer avec ton durian dans le métro, Dieu merci. Mais voilà, le jeu, c'est en fait faire goûter les durians aux étrangers. Et c'est immonde, c'est immonde. Et sous toutes les formes, hein. Ils ont dans toutes les formes. T'as le durian, le fruit, la nature. T'as la glace, t'as les gâteaux, t'as les chips. Tout ce que tu veux. Tu peux tout essayer, tout est dégueulasse. Y a aucun problème. Mais du coup, Emmanuel, quand tu dis que ça pue quoi en fait? Le vomi, le caca? C'est une odeur, ça donne envie de vomir. Okay. Ça sent pas le vomi, mais ça te donne envie de vomir. Tu t'as pas envie de te rapprocher. J'ai rêvé en tout cas. C'est clair. Voilà. Bon appétit à tous ceux qui nous écoutent. Et toi, Anne-Fleur? Moi, je dois dire que je suis généralement assez aventureuse, mais tu vois, quand tu m'as dit que t'allais poser cette question, je réfléchissais, j'ai refusé pendant assez longtemps de manger plein de choses que des gens en fait adorent, hein. Genre le lobster roll, qui est un espèce de pain brioché avec du lobster. Parce que moi je suis bretonne et je me disais mais c'est quoi cette immondice de mettre du homard dans un sandwich, tu vois? Des valeurs. Délicat, machin, c'est ça. Et en fait j'ai goûté au bout de 4-5 ans, ce qui est vraiment bête d'avoir attendu si longtemps parce que qu'est-ce que c'est bon. Le cheesecake, parce que je comprenais pas vraiment ce que c'était. Et je me disais mais c'est débile, enfin c'est nul, voilà. Et bon pareil, c'est horriblement bon, mais vraiment horriblement bon parce que c'est hyper calorique.
calorique comme truc, mais c'est vraiment très bon. Et les mac and cheese, tu sais, en poudre. Alors, je sais pas si en France on connaîtra trop de quoi il s'agit. C'est en fait, vous allez voir une petite brique en carton, quoi. Le truc, justement, c'est Kraft, la marque aux États-Unis. Et en fait, donc c'est des pâtes qui est dedans, des macaronis. Et t'as un petit sachet en alu dans lequel tu vas avoir une espèce de poudre. Et en fait, c'est le fromage en poudre que tu vas ajouter, bon, avec 12 kilos de beurre, de lait, de tout ce que tu veux. Donc le truc encore bien fat. Bon, ça, j'avoue que je suis pas archi fan, mais c'est le truc qui dépanne en camping généralement, qui est pas mal. Le truc auquel j'ai goûté, mais je m'en serais bien passé, c'est le PB&J, Peanut Butter and Jelly Sandwich, qui est une institution, mais c'est même culturel en fait aux États-Unis. Si tu veux, les gens, c'est leur enfance, leur adolescence, c'est ça le sandwich qu'ils ont pour aller à l'école dans leur lunchbox avec un fruit. Et donc PB&J, c'est du pain de mie avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Mon mari vient de réussir à convertir mon fils, et mon père qui est actuellement là pour 3 semaines, il a réussi à le convertir à ça pour les pique-niques parce que c'est hyper pratique, c'est léger, tout ce que tu veux. Mais moi, toujours pas. C'est vrai que tu me fais penser, je crois que j'ai jamais goûté. Par contre, mac and cheese, ça j'adore. Et j'ai une amie qui m'a fait tester, elle me disait que quand ils étaient à l'université et qu'ils avaient pas trop d'argent, donc ils prenaient les box là de mac and cheese avec le fromage et ils ajoutaient une boîte de thon. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Elle me dit bah si, il te faut des protéines avec ton repas, donc on met du thon. Et elle m'a fait goûter, et ben figure-toi que c'est super bon. Ah, mais ces saloperies sont très bonnes, c'est ça qui est dangereux. C'est ça. C'est ça. Mais moi, comme toi, tu vois, par rapport à avoir vécu aux États-Unis, au Canada, il y a pas grand-chose que je n'aime pas parce que j'adore les burgers, les chicken wings, les poutines et tout ce que tu veux. Mais je suis récemment allée vivre au Mexique pendant 2 mois. Et j'y suis allée pendant la fête des morts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec des colocs, on s'est dit, ben, tiens, on va aller tester d'aller manger dans une famille du Chiapas. Donc le Chiapas, c'est la région au Mexique qui se trouve en frontière avec le Guatemala. Et franchement, c'était horrible. C'était horrible parce qu'on nous a pas ramené du guacamole, des tacos, tu sais, tous les trucs mexicains qu'on adore. D'abord, il y avait un petit bouillon, donc ça, c'était bon. Ensuite, on nous a apparemment ramené une boisson fermentée, style bière, absolument horrible. Mais horrible. C'est pour moi, il manquait une étape dans la fabrication. Et le pire truc, et on a eu de la chance, c'est qu'ils nous disent, on va vous faire goûter une soupe qui est très réputée dans la région du Chiapas. Malheureusement, il y a un ingrédient qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est un animal qu'ils mettent dans cette soupe. Est-ce que vous voulez deviner de quel animal il s'agit? C'était quoi? Du rat? Enfin, j'en sais rien. Un serpent? Eh ben écoute, Anne-Fleur Firgo, toi tu as raison, c'était bien du rat. Bordel, quelle horreur! Alors ils nous ont montré une vidéo pour nous montrer comment ils font. Hein? Ah mais moi je ferme les yeux, je me casse, je mange plus. Non mais tu vois, franchement, je veux dire, j'ai testé, ils avaient genre des gros chenilles grillées, je les ai testés. Enfin, je veux bien tester, mais il y a des limites. Ouais. Et là, la soupe au rat, c'est mort. Oh là là, oh l'horreur, oh l'horreur. Et puis t'as toujours cette composante culturelle, tu sais, t'as plein de pays, et notamment en Amérique latine. Enfin, le Mexique pour le coup je connais pas, mais tu finis ce qu'on te propose en fait, et c'est que, enfin, toi c'est une marque de respect quoi. Je sais pas comment t'as fait, tu l'as mangé du coup, tu l'as fini, t'as fait quoi? Ah non, bah là ça va parce qu'on était plusieurs, tu vois, donc ouais. Moi il y avait un Américain qui lui du coup les chenilles, il disait avec ah non mais moi j'aime bien. Un chien sous la table. Il y avait pas de chien. Mais non, mais moi il y a des limites. Là non, je pouvais pas. Ouais. Il y en a plus pour les autres comme ça. Allez-y, régalez-vous. Je comprends. Merci pour ces petites expériences culinaires. Alors maintenant, autre chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est que pour moi, l'expatriation, ça a été vraiment une grosse découverte du mot résilience. Être résiliente. Parce qu'avant, j'étais plutôt du genre pas du tout patiente. Je m'énervais vraiment pour un rien. Et ça, je dirais que c'est parce que du coup, quand tu vis une expatriation, tu vas te retrouver dans des situations que tu n'aurais pas vécues forcément dans ton village d'origine ou etc. Et du coup, je voulais savoir si il vous a arrivé une situation qui a été compliquée sur le moment. Je sais pas du coup si l'exemple que j'avais en tête collera avec ce que tu recherchais, Kelly. Moi, je pense que la résilience dont j'ai dû faire preuve, c'était sur tout ce qui a trait à l'immigration. Donc, le côté administratif, finalement, de cette relocalisation. Je suis, en très court, je suis partie en tant que stagiaire. Je suis devenue à un moment étudiante. J'ai travaillé. J'ai eu une carte verte, qui est la carte de résident permanent aux États-Unis. Puis, je suis devenue américaine quelques années après. Et en fait, ça paraît tout logique, tout simple comme ça, mais je me souviens en fait d'un jour particulièrement où ça a été super difficile. Je rentrais de France comme beaucoup de gens rentrent en France pour les vacances, ouais, c'est comme ça. Et puis je m'arrête, je rentrais à Buffalo, donc c'était en 2013-2014. Je m'arrête à JFK, qui est un des aéroports de New York, parce qu'il n'y a pas de direct Paris-Buffalo, c'est une petite ville. Et puis
En fait, juste avant de partir, j'avais dû renouveler en fait mon visa quand j'étais à Paris. Et c'est déjà tout un bazar d'accéder à l'ambassade des États-Unis à Paris. Rien que pour pouvoir marcher sur le trottoir le long de l'ambassade, il faut montrer le mandat poste pour montrer qu'on a payé, je sais plus combien c'était, 100, 200 balles. Enfin, tout est beaucoup autour de l'argent quand même hein, pour l'immigration aux États-Unis. Et puis en plus les délais. Enfin bref. Et donc j'arrive à l'aéroport de JFK à New York. Je fais la queue pour la douane comme normal quoi. Et en fait, l'ambassade des États-Unis en France s'était plantée dans dans mon renouvellement de visa. Donc, si tu veux, j'avais un visa étudiant qui est un F1 de mémoire, et il m'avait renvoyé un visa B1, B2 au lieu de ma demande pour 6 mois pour 10 ans. Et B1, B2, en gros, c'est business holiday. Donc, c'est généralement pour des pays qui n'ont pas le droit, si tu veux, de venir sans visa pour quelques mois, comme nous, on peut venir pour 3 mois sans visa aux US. Et puis donc, moi, quand je vois le truc avant de prendre l'avion, tu sais, j'avais appelé l'ambassade, je dis, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai quand même le droit? Est-ce que vous êtes trompés? Et ils m'avaient dit, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut vous poser problème, c'est nous. On assume notre erreur. Bah, good for you, quoi. Vous avez 10 ans de visa. Bon, très bien. Donc, moi, j'arrive toute guillerette à la douane et je montre mon nouveau visa, donc B1, B2 pour 10 ans. Et en fait, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai montré mon attestation d'étudiant, touche pas trop quoi avec. Ce qui fait que du coup, ça collait pas, en fait, les deux visas ensemble. Et là, en fait, j'ai vu, tu sais, enfin, je sais pas si vous avez, Kelly, je sais que oui, t'as déjà passé la douane américaine, je sais pas pour toi, Emmanuel, mais ils sont très poker face, tu sais. C'est pas des gens très rigolos. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais tu fais pas des blagues. Non, tu rigoles pas. Non, c'est ça, puis tu t'emmènes vraiment pas large. Et donc, le gars me parlait pas, puis genre, le temps passe, tu sais, genre, 3, 4, 5, 10 minutes, 15 minutes, chez vous, les gars. Oh, wow. Enfin, j'ai une correspondance, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, il y a un autre officier qui vient me chercher et qui m'amène, en fait, dans une petite salle avec plein de miroirs sans teint. Et tu fais... Mais non. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, pas tout de suite. J'arrive d'abord dans une salle où tu dois t'enregistrer, faire la queue, etc. Et puis bon, tu vois que t'as clairement un problème parce que tu vois que c'est pas forcément des gens qui sont qui viennent de pays super copains avec les US. Le mec en face de moi, j'ai discuté avec lui. Il était né à Kaboul, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, il y avait plein de contrôles en fait supplémentaires pour s'en montrer aux États-Unis. Tu te dis bon, ça sent quand même pas super bon. Je sens que je vais pas l'avoir ma correspondance. Et bien sûr, quand t'arrives dans ces salles-là, ton téléphone portable ne passe pas, bien entendu. Et donc bref, donc j'ai dû attendre qu'on m'appelle. J'ai dû rester, je sais pas, 4-5 heures. Et puis moi, j'étais, mais les gars, enfin, je suis étudiante, j'ai pas un budget extensif, je sais même pas comment rebooker mon vol, en fait, pour Buffalo, quoi. Je sais pas, tu sais, j'avais pas 12 cartes de crédit ou comme beaucoup d'Américains. Et puis le gars, la seule réponse qu'il m'a fait le douanier, c'était, ne vous inquiétez pas, au pire, il y a un vol pour Paris ce soir. Et bon, au final, ça a été un vrai bazar parce que bon, ils ont fini par me laisser passer. Je leur ai expliqué que je travaillais pas tous les jours. Enfin, c'était un peu un truc un peu bizarre. Et arrivé en fait à l'université, les relations internationales à qui je lui ai demandé conseil sur ce visa, et là aussi j'aurais peut-être pas dû, du coup m'ont dit vous avez plus le droit d'accéder à l'université tant que c'est pas résolu, machin. Bref, donc je suis devenue très copine avec un douanier, enfin avec un responsable des visas, Nathan, si tu m'écoutes, de l'ambassade des US à Paris, qui m'a pas mal aidé, mais ça s'est fini, si tu veux, par un envoi par FedEx de mon passeport, j'ai dû repasser la douane, mais sans visa, enfin, c'est tout au niveau des chutes du Niagara, j'ai la chance que la frontière soit pas loin pour réactiver un nouveau visa qu'on m'avait envoyé par la poste. Enfin bref, ça a été un petit peu le bazar et j'ai bien eu envie de partir. Et du coup, quand tu dois rebooker un vol, parce que j'imagine que t'as loupé ta correspondance. Non, le truc incroyable, non. Parce que je me demandais si je saurais pas. Si c'est toi qui payes ou si c'est eux qui payent. Ouais, ça m'étonnerait que l'immigration américaine me repaye le vol. Mais j'ai pas testé, donc je sais pas. Tout est bien qui finit bien. Bah moi, tu verras, mon histoire elle est liée à la tienne aussi, mais d'abord je vais te laisser Emmanuel nous parler de toi, ton petit moment. What am I doing here? Ouais, mon petit moment, c'était plutôt mes quelques jours. Quand on parle de galère ou de résilience à Hong Kong, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est ces 2 dernières années assez compliquées avec le Covid et en particulier toutes les quarantaines qui ont été imposées. Et j'ai eu la chance d'en faire 2. Et la première a été, avec le recul, presque drôle. Parce que à l'époque, c'était à la maison. Donc voilà, trop bien, une quarantaine à la maison. Mais bon, une quarantaine, une vraie de vraie, hein, pas comme en France où tu peux sortir. Non, à Hong Kong, tu sors quand même pas, même si c'était chez toi. T'as quand même un petit bracelet électronique pour être sûr que tu sors pas.
D'accord. Ils peuvent t'appeler en visio à n'importe quel moment pour bien checker que t'es chez Et toi. ils l'ont fait? Ils l'ont pas fait. Ils m'ont juste appelé en audio, mais pas en visio. Mais t'es toujours dans la crainte, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas une ambiance très tu te sens pas très serein. Ah, tu m'étonnes. Mais et des trucs aussi très absurdes parce que moi j'étais en quarantaine parce que j'étais rentrée en France et mon mari lui n'avait pas bougé de Hong Kong, donc il avait pas besoin d'être en quarantaine, mais on était ensemble dans l'appart. Donc lui il pouvait sortir et faire tout ce qu'il voulait. Ouais. Et moi j'étais bloquée. Donc c'était absurde. Donc du coup je lui disais "Oh s'il te plaît, va me chercher des gâteaux." Et il devait sortir pour moi. Mais bon, cette quarantaine à la maison, au final, c'était presque drôle. En revanche, ce qui était moins drôle, c'était ta quarantaine à l'hôtel. Donc là, c'est la même chose. Tu ne peux pas sortir, mais de ta chambre d'hôtel. Donc, bien sûr, une chambre d'hôtel à Hong Kong, ça coûte un bras. Donc, tu peux pas prendre la méga suite pour 15 jours. Donc, tu te retrouves dans ton petit 20 mètres carrés et à pas pouvoir mettre le petit orteil en dehors de ta porte. Sinon, t'as un mec habillé en Ghostbuster qui te hurle dessus. Donc c'était un peu n'importe quoi, voilà. C'est presque du passé. Il y a encore des quarantaines qui existent à Hong Kong, mais bientôt, on espère que ce sera fini. C'est plus que 3 jours maintenant. Mais voilà, des moments galères où en effet notre sens de la résilience est testé jusqu'à nos plus profondes limites. C'est clair. Moi, à côté, mon histoire, c'est pas grand-chose du coup. Mais moi, du coup, elle est vachement liée à la tienne, à Fleur, parce qu'en fait, quand j'ai quitté les États-Unis pour aller vivre au Canada, donc aux États-Unis, tu peux avoir ton visa à l'ambassade des États-Unis à Paris. Au Canada, tu ne peux pas faire ça. Au Canada, tu peux seulement obtenir ton visa quand tu arrives au Canada. Donc, peu importe ton visa. C'est vraiment quand tu arrives à l'aéroport. Ce qui est très embêtant. Parce que du coup, ils ont le choix. Est-ce qu'ils te le donnent ou est-ce qu'ils te le donnent pas? C'est pareil pour le PVT, etc. Et donc, du coup, moi, j'avais quand même un avocat parce que j'avais un contrat d'expat. En fait, je faisais un changement d'entreprise entre les États-Unis et le Canada. Et donc, moi, les déménageurs étaient déjà venus. Ils avaient pris toutes mes affaires. Ils étaient déjà partis. Moi, j'étais juste moi dans ma voiture avec mes affaires. Et je roulais de Chicago à Toronto. Donc déjà, je roule en pleurant tout le chemin parce que j'étais quand même triste de partir des États-Unis, même si c'était mon choix. Et là, j'arrive. Donc encore une fois, j'avais un dossier. Il y avait au moins 40 ou 50 pages que l'avocat avait bien évidemment préparé. Très mauvaise idée. J'ai pris la route un samedi. Mais bon, bref. J'arrive à la douane et là, ils ont décidé que non, en fait, c'était louche et que je n'aurais pas mon permis de travail. Sauf que moi, en plus d'avoir eu l'idée de partir un samedi, j'ai eu l'idée de dire à mes parents, rejoignez-moi le dimanche, parce que c'était les 50 ans de ma maman. Et comme moi, du coup, je me suis dit, je vais me prendre une semaine de congé entre les 2 changements d'entreprise, parce que les congés sont très limités aux États-Unis et au Canada, donc je me suis dit, je vais me prendre une semaine sans solde. Et on va se retrouver à Montréal. Je prendrai un vol Toronto-Montréal et on va aller faire une semaine au Québec. Et donc, ils me disent, non, en fait, vous passez pas. Je dis, est-ce que vous pouvez quand même me laisser passer en tant que touriste parce que mes parents arrivent demain et que donc j'ai des vacances de prévues et je reviens dans une semaine. Mais ils me disent, mais vous croyez que vous êtes sous, là? Cela, oui. Donc, ils m'ont pas mis dans une salle, mais ils m'ont dit, allez patienter. Et pendant 3 heures, comme ça, j'ai patienté. Donc, au bout de, je crois, 1h30, 2 heures, j'ai quand même réussi à appeler un manager du Canada. D'ailleurs, Rob, je sais qu'il va écouter cet épisode. C'était l'anniversaire de son fils, mais il m'avait dit, je vais quand même garder le téléphone si t'as besoin de quoi que ce soit. Donc, je l'ai appelé. Il a réussi à joindre l'avocat. Et donc, l'avocat, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais tout d'un coup, l'agent de l'immigration m'appelle, me dit déjà, limite m'engueule, parce que j'ai appelé l'avocat, parce qu'apparemment l'avocat n'a pas été très sympa avec eux. Et ensuite, elle me pose plein de questions liées à mon travail pour voir que je mentais pas. En fait, j'allais vraiment faire ce genre d'activité là-haut. Et au final, il me donne mon visa, mais bon, ça a duré plus de 3 heures. Et donc du coup, déjà, la journée, elle était longue. Mais du coup, maintenant, je me retrouve à devoir faire de la route après. Enfin, tu sais, quand tu vis une grosse angoisse comme ça, et que ça se termine, tu sais, t'es drainé, en fait. Et j'avais encore 3h30 de route, je crois, il faisait nuit, et la route entre Détroit et Toronto, c'est vraiment il y a rien en fait, c'est juste une route et des champs. Et je me souviens qu'à un moment donné, au bout d'1 heure, j'ai vu un Best Western. En fait, je m'endormais dans la voiture. Donc je me suis arrêtée, je me suis dit, je vais aller me poser, je vais aller dormir quelques heures et je reprendrai la route. Mais voilà, donc tout ça pour dire que l'immigration aux États-Unis, au Canada, c'est chaud. Ouais. C'est quand même très procédurier. Si tu suis les règles, ça va, mais des fois, il y a des trucs. Et là, elle dit Hello, I'm French, ça marche pas. J'ai déjà essayé ça avec les flics, ça a marché. Hein. C'est vrai? I'm so sorry, I'm French, I didn't know. Ça, j'ai prévu de l'utiliser. Ok, vous avez un one. Le problème, c'est qu'au Canada, tu peux pas trop utiliser ça.
Bah non. Surtout qu'en plus, entre l'Ontario et le Québec, ils peuvent pas se blairer, les deux États, les deux provinces. Je sais pas s'ils ont une bataille, mais ça c'est lié à l'histoire, etc. Mais pas évident les histoires d'immigration, mais encore une fois, ça nous permet d'améliorer nos capacités de résilience, comme on a dit. Exactement. Alors maintenant, autre chose. Une question que je vous ai envoyée, c'est on rentre régulièrement en France pour voir nos familles, nos entourages, et donc du coup la question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous rentrez en France, est-ce qu'il y a une chose que vous aimez emmener dans votre valise pour faire découvrir aux personnes autour de vous? Moi, j'avoue qu'après 15 ans ici, je manque un peu d'idées, pour être honnête. Je pense que ma famille a eu à peu près toutes mes idées de souvenirs, de trucs qui étaient importants pour moi, qui avaient une petite histoire. Tu sais, j'aime bien avoir une petite histoire à raconter autour du petit cadeau. Je sais pas, les trucs de sport, les trucs d'université, tu vois, les suites, les trucs un peu comme ça. L'été dernier, j'étais à court d'idées, j'ai ramené des M&M's à tous les goûts parce que c'est des trucs que tu trouves pas forcément en France. Et les petits neveux nièces, ils adorent. Les bières de microbrasserie locale, même si c'est un peu plus galère à transporter, mais ça pour le coup, c'est un truc que tu trouveras vraiment pas ailleurs parce que typiquement quoi, c'est local. Sinon, j'ai ramené beaucoup de sauces, tu vois, genre les hot sauce, les sauces barbecue, t'en as de tous les états, de tous les coins. Et de manière générale, il y a toujours une sauce un peu locale que les gens aiment bien. Puis il y a quand même une grosse culture du barbecue. Les rubs aussi. Je sais pas comment on dit je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un espèce de mélange d'épices, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est pas facile parce qu'ils connaissent tout maintenant, je crois, dans mon entourage en France, donc je suis un peu à court d'idées. La prochaine idée que j'ai, mais vous allez vous moquer de moi, hein, c'est les tests ADN parce qu'on n'a pas le droit de les faire en France. Et j'adorerais pouvoir retracer en fait toute la généalogie, tu sais, mais dans le monde. En fait, les tests ADN qu'on fait beaucoup aux États-Unis, certes, ça te permet de savoir qui était avant toi, etc., mais aussi où ils étaient en fait. Et donc peut-être que c'est un peu un lien, tu vois, avec l'expatriation en fait, mais de savoir vraiment d'où on vient. Est-ce qu'on est des purs Gaulois? Je pense qu'il y en a pas en fait, et donc essayer de creuser un petit peu ça. Mais voilà. C'est trop bien. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. J'allais dire dommage que tu peux pas ramener des chicken wings, mais bon, ça c'est pas mal aussi, quoi. Eh ben, tu sais que le Angkor Bar livre à l'étranger, parce que quand on vivait à Paris avec Mike en 2000, je sais pas, entre 2008 et 2011, sa mère lui en a déjà fait livrer. Excellent. Voilà. En jet privé. Oh. Ouais, t'imagines l'empreinte carbone des chicken wings, c'est autre chose, mais ouais. C'est clair, c'est clair. Et toi, Emmanuel? Eh ben, déjà, on est d'accord, en fait, que tout ça tourne autour de la bouffe, encore une fois. Moi, pareil, ce que je rapporte souvent, mais comme pour Anne-Fleur, mes proches commencent un petit peu à se lasser, mais c'est du thé, parce qu'en Asie, donc, il y a une énorme, bien sûr, culture du thé. Et il y avait une petite boutique à Singapour, et il y en a aussi quelques-unes à Hong Kong que j'adore. Tu sais, c'est vraiment la petite boutique un peu cachée. En fait, tu rentres et c'est une véritable caverne d'Alibaba où t'as tous les thés en vrac qui sont disposés. Et bien souvent, la vendeuse, c'est une mamie qui est passionnée et qui adore te faire sentir tous les thés. Donc, t'en as au moins pour 1 heure dans sa boutique. Et j'adore ça. Et mes proches aiment beaucoup le thé, donc c'était un régal pour eux. C'est très différent de ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient pu avoir accès en France. Et quand ils venaient me voir, on faisait toujours un passage de cette boutique parce que si tu pouvais faire une cérémonie du thé. Donc la vraie cérémonie où en fait tu apprends qu'il faut laver la tasse plusieurs fois avec de l'eau bouillante avant de servir ton thé. Ouais, c'est tout un cérémonial qui est assez impressionnant. Et c'est drôle parce que leurs tasses, c'est des tasses de dinette. Enfin, c'est vraiment minuscule. Je me dis, mais pour vraiment m'abreuver, faut au moins 20, c'est plus pour le symbole. Mais c'est vrai que ça plaisait pas mal. Ben, j'allais dire pour quelque chose, enfin, le thé, t'en bois tous les jours, donc je pense que je m'en lasserai pas si tu m'en ramènes chaque année. Je trouve que c'est une bonne idée. Le message est passé. Moi, en ce qui me concerne, du coup, à Chicago, tu dois connaître peut-être Anne-Fleur, tu sais, c'est les popcorn Garrett. Je crois pas que j'ai déjà goûté, mais j'ai déjà entendu parler, ouais. Ouais, et ils ont du coup le Chicago style, bien évidemment, où en fait, c'est un mélange de caramel et attention, de fromage cheddar. Non, pas de rat. Bordel, sérieux? T'as jamais goûté? Non. Ah, c'est trop bon. Mais moi, j'aime pas le popcorn, alors du coup, je sais pas si... Ah, t'aimes pas le popcorn? Moi, m'en ramène pas à moi, en tout cas. Ok, ça marche. Je mangerai tout toute seule, alors. Mais du coup, c'est intéressant, ce mélange, parce que nous, en France, les popcorn, on va souvent lier les popcorn au sucré, alors qu'ici, ils vont le lier au salé. Et là, ils ont fait un mélange des deux. Et en fait, si tu mets un popcorn caramel et un popcorn fromage dans la bouche, c'est absolument excellent.
C'est vrai. Excellent. Waouh. Bon, Wow. j'essaierai de vous envoyer un paquet. Et en ce qui concerne le Canada, bien évidemment, je vais pas du tout être originale, mais tout le monde me demandait du sirop d'érable. À un moment donné, je comprenais plus parce que je me dis, vous en trouvez en France en fait, donc ça sert à rien. Il est Mais du vrai vin industriel, C'est pas pareil. de la récolte de l'année. Ouais, Voilà. bon, d'accord, mais sauf que ça prend du poids dans la valise, c'est trop Ouais, grave. c'est clair. Et puis c'est pas donné en fait, hein, le sirop d'érable. C'est pas donné, mais moi, le pire, c'était que ça prenait du poids. Et puis tout le monde te demande un litre, tu vois. Donc un litre, c'est 1 kilo. Tu vas être Ah, genre, les gens ils passent carrément commande chez toi. ah ouais, carrément, exactement. Il y a un moment donné, j'ai dit, c'est fini. Si vous voulez, vous faites Le envoyer. thé, c'est très léger. C'est un C'est très bon ça, plan. C'est ça. C'est ça. Et pareil, Les parce que M&M's aussi, ça passe en magasin, hein, c'est pas mal. ça, j'en ai souvent ramené des M&M's. Et à un moment donné, il y avait même des M&M's à la noix de coco. Ça a pas duré longtemps. Mm. Mais du coup, ouais, j'en Ah, ramenais. noix de coco. Ouais. Ah oui, ils trouvent de tout ici, hein. Ouais. Tout ce qui a un goût devient M&M's. Et mais du coup, je ramenais aussi du Canada, du iced wine, donc du vin glacé. Ah oui, bah à côté de la région de Buffalo, il y en a pas mal. C'est ça. Bah ouais, de Niagara. bon, ça. Ouais, Niagara. Tu connais Emmanuel? Pas du tout. Est-ce que tu es une buveuse de vin? Oui, tout à fait. Ouais. Bah c'est un peu comme moi je dirais Ouais, moi je dirais comme un sauterne, je sais pas ce que t'en penses Anne-Fleur, mais Bon, la Ah. française Oh. chauvine que je suis fait oh la vache, sérieux le pauvre sauterne. Mais non ouais, c'est des vins. En fait, c'est des vins qui sont récoltés hyper tard dans la saison et du coup qui sont hyper sucrés. Donc oui, je pense que c'est à ça que tu fais référence, sauterne. mais en les fait vins, c'est même pire que ça parce que du coup j'ai fait un tour dans une winery justement à Niagara-on-the-Lake, c'est qu'ils peuvent seulement récolter le raisin quand il fait exactement moins 10 degrés. S'il fait moins 11, Ah, c'est une température exacte. ouais, Ok. s'il fait moins 11 ou moins 9, ils ne peuvent pas le récolter. Donc imagine Ah ouais, d'accord. les pauvres quand il fait moins 10 à récolter des grappes de raisin. Oh là là. Ah, ça doit pas être un métier évident ça. Ça ferait un bon podcast pour le coup. J'aimerais bien aller faire une petite visite. Bah dis-moi, je te rejoins, y a pas de souci, je te fais faire le tour. Ça marche. Et à l'inverse, Emmanuel, du coup, si tu pouvais, quand tu rentres en Asie et que tu pouvais ramener qu'une seule chose de France dans ton pays d'expatriation, qu'est-ce que ça serait? Et on va encore tourner autour de la bouffe. Moi, ce serait du bon pain, du vrai pain français. On trouve des boulangeries, on en trouve en Asie maintenant. C'était pas le cas quand j'étais étudiante. La première fois que je suis venue à Singapour en 2011, le pain c'était une catastrophe et c'était tellement une catastrophe que quand je suis rentrée en France après 5 mois à Singapour, je fais mon escale à Dubaï et il y avait un Paul, vous savez la boulangerie Paul, la chaîne industrielle qu'on a en France, il y avait un Paul à l'aéroport de Dubaï et je me suis ruée dessus. On l'a tous fait. Bon, j'en pouvais plus. C'est normal. Et aujourd'hui, ça va mieux. Il y a pas mal de boulangers français ou qui ont été formés en France qui ont ouvert leur boulangerie. Mais bon, c'est pas pareil. Et il y a un truc de climat aussi. À Hong Kong, le climat est très humide, comme à Singapour. Et malheureusement, t'as pas le même goût, quoi. Donc moi, je voudrais du pain. Le même que celui que je prends chez moi là à Paris qui sort du four à 7h du mat, bah, le même Je le sens. là-bas. Ce serait très bien ça. Ouais. T'as essayé de le faire toi-même? Ou du coup c'est pareil, tu galères à cause de l'humidité pour faire Je t'avoue que je n'ai jamais essayé d'en faire. Jamais, non. Je ne sais même pas si je pourrais trouver une machine à pain en fait là-bas. Ou tu le fais pas Le avec four? une machine à pain, Emmanuel. Enfin. Non mais j'ai vu sur Instagram, tout le monde a acheté une machine à pain pendant le Covid. Je pense Ah que c'est non, comme moi ça je que le ça fais à se la passe. main. Ouais. Oh là là. Écoute, Ici, Anne-Fleur, je galère aussi pour faire écho à ton histoire d'humidité. Ici, c'est pas humide. Le Colorado, c'est même hyper sec. Que j'ai jamais eu aussi soif de ma vie en permanence en fait. Mais c'est l'altitude en fait. L'altitude change les temps de cuisson, les temps de poussée et tout. Et je galère. J'arrive pas à faire. Moi qui faisais beaucoup de pain, de pâtisserie, de yaourt même. Et ben, j'arrive pas. Il faut que j'ajuste toutes mes recettes. à l'horaire. Ah mais tu vois, on n'en parle pas assez de ces problèmes de température quand on cuisine. Mais ouais, c'est galère. Voilà. Et toi, Anne-Fleur, quel est ce truc? Est-ce que ça va être lié à la bouffe aussi? Oui et non. Pendant longtemps, vous allez vous foutre de ma gueule, c'était le pesto Barilla que je... Oh mais non. Oh mais non. Parce que le pesto, alors j'ai une passion absolue pour le pesto. En fait, le pesto aux États-Unis, il a une grosse concentration de pignons de pain, et du coup, je trouve que tu sens pas beaucoup le basilic. Et en France, le pesto Barilla, spécifiquement le Barilla, dans ma famille, on a essayé de me ramener du panzani, j'ai dit non. Et ben, je le ramenais souvent. Là, maintenant, en fait,
vous allez vous foutre de moi, hein, mais j'écrivais même à Barilla avec une copine en disant, les gars, quand est-ce que vous allez exporter la même recette qu'en Europe? Parce qu'il y avait une recette ici, mais qui était pas la même. Et puis là, depuis peut-être 2-3 ans, on le trouve ici, donc maintenant, je mange beaucoup moins de pesto maintenant que c'est si disponible, finalement. Et puis, attends, parce que t'es en train de dire à Emmanuel qu'elle devrait faire du pain, mais toi, tu veux pas faire ton propre pesto. Je le fais, mais le basilic, j'essaie de faire de saison. Je l'ai pas toujours sous la main. T'as vu, j'en suis pas Ah, ouais, c'est ça. Non, je le fais, mais pas toujours. Non, c'est clair. Mais non, sinon, le truc que je ramène beaucoup, toujours, au grand désespoir de mon mari, parce que, comme il me dit, si tu continues à acheter à cette vitesse, en fait, falloir qu'on prenne des pièces entières, en fait, de maison pour ça, c'est je ramène des valises de livres, en fait. Je ramène beaucoup de bouquins. Ah ouais. Des bouquins, des BD. Parce que j'essaie de lire de plus en plus sur tablette. Mais les BD, j'adore, tu vois, l'art graphisme, etc., la couleur. Et donc, tu peux lire sur tablette, mais c'est quand même pas le même rendu, c'est pas le même plaisir. Et donc, j'ai souvent, en fait, un bagage vide, tu sais, les grands sacs Longchamp, là, vide que je mets dans ma valise. Et au retour, je le remplis. Et voilà. Waouh. Ça fait du poids, tout ça. Ça fait du poids, ouais. Moi, je vais rester sur la bouffe parce que moi, ce que je ramenais tout le temps, c'est fromage tartiflette. Ah ouais, mais t'arrives à passer la douane, enfin, c'est de puer de ouf aussi, non? Ça reste entre nous. En fait, il faut le... Elle fait chute. En fait, tu sais, tu le fais sous vide, tu le mets sous vide. Et dès que je rentrais, je le mettais tout de suite au congélateur. Et comme ça, je le ressortais l'hiver, et puis je me faisais une petite tartiflette et j'étais toute contente. J'ai jamais osé ça. Ouais. J'ai pris souvent des risques. J'ai récemment une copine qui m'a dit qu'elle ramènerait plus rien parce qu'elle s'est fait choper pour du saucisson. Elle a payé $500 pour 2 saucissons. Et maintenant, pendant les 5 prochaines années, elle a un contrôle à chaque fois qu'elle passe à la douane américaine. Ah oui, ça calme. Ouais, donc j'ai dit, ils sont marrants, et tout de suite. Même si je dis la douane américaine, c'est très sympa. Ouais. C'est ça. C'est serein, ouais. Ouais. Donc je pense que je ne prendrai plus le risque. Ouais, je comprends. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, une question que je pose toujours à mes invités, c'est si aujourd'hui, Emmanuel, on va commencer par toi, tu avais la possibilité de revenir en arrière afin de te passer un message au moment où tu prenais ta décision pour ta première expérience d'expatriation, quel serait ce message? Ça serait, t'es en train de prendre la meilleure décision de ta vie, donc vas-y, fais-toi confiance et fonce. Je le sentais bien quand je suis partie pour la première fois à Singapour, mais c'est vrai que si j'avais pu me sentir encore plus en confiance de ce choix, ça aurait été pas mal. Donc voilà, tout simplement fonce et rencontre le plus de monde possible aussi. Je pense que ça fait vraiment la différence dans l'aventure de l'expat. Rencontrer le plus de monde possible pour se nourrir de toutes ces personnes-là qui ont des profils ultra différents et qui ont des cultures aussi très différentes et qui rendent l'expérience encore plus inoubliable et riche humainement parlant. Donc vas-y, rencontre et sors de ta timidité. Excellent. Et toi, Anne-Fleur? Assez pareil en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose que je changerais vraiment, donc ce serait vas-y, fonce, éclate-toi. Et peut-être que je me ferais déculpabiliser juste sur le fait de rencontrer des Français. Tu sais, j'essayais d'aller... non, faut surtout que je rencontre des Américains ou des locaux ou des étrangers, mais que je parle pas que français. Oui, c'est clair, et je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est aussi chouette, en fait, tu vois, comme tu dis, de partager une petite tartiflette au mois de décembre. Non, mais tu vois, en fait, de pas avoir à expliquer tes blagues, de pas... Enfin, tu vois, d'être un peu sans filtre. Des fois, c'est la simplicité, en fait, aussi, tu sais. Et je trouve que sur le long terme, et même sur le court terme, ça fait du bien. On n'oublie pas qui on est, c'est pas une honte non plus. Ouais. Et voilà. Je voudrais un peu pousser un coup de gueule là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne-Fleur, et je trouve que il y en a un peu marre de ces expats snobs qui te critiquent sous prétexte que tu as des potes français et quand tu es expat. Non mais en vrai, ça suffit. En effet, ça fait du bien d'avoir des personnes qui ont les mêmes références que toi, qui rigolent aux mêmes blagues que toi, qui savent que les bronzés font du ski, c'est drôle. Voilà, exactement. Et ça ne n'empêche pas de vivre à fond cette aventure d'expat. Exactement. Voilà, c'est... Donc, je te fais d'accord. Non, mais et toi, Kelly? Je suis d'accord avec vous parce que du coup, moi aussi, je faisais partie de ces snobs qui disaient, non, j'ai quitté la France, c'est pas pour me retrouver avec des Français. Mais finalement, au bout d'1 an, je crois, quand même, il y avait quelques Françaises dans mon entreprise. Donc, une fois par mois, on se faisait un bon resto à Chicago.
Et ça, c'est vrai que c'était super cool parce qu'aujourd'hui, c'est des grandes amies, on se voit toujours, on parle souvent ensemble. Donc, ouais. Mais moi, si je pouvais me passer un message, ça va paraître vraiment très con, mais en même temps, j'ai envie de le passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui préparent peut-être un projet d'expatriation. C'est que moi, à l'époque, donc j'avais pas le pur contrat d'expat où t'as, tu sais, le loyer, tout qui est payé, mais on m'avait... Ouais, j'ai aucune d'entre nous, moi, je crois. On m'avait quand même proposé un conteneur. On m'avait dit tu peux avoir un conteneur sur bateau et un conteneur en avion. Donc j'avais 2 conteneurs. Et bah donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je sors mes études, j'ai pas d'argent. Bah tout ce que j'ai, je les mets dans les conteneurs, tu vois, parce que je me dis allez, il faut que tu prennes. Et puis de toute façon, tu rentreras plus en France, donc prends tout, ne laisse rien. T'as mis combien de kilos de tartiflette juste dans le conteneur? J'y ai pas pensé. C'était quoi? J'avais pas pensé, mais mes copines, elles m'avaient fait un gros panier garni et il y avait énormément de saucissons, de viande, etc. Un peu dangereux. Il y avait du vin, beaucoup de vin rouge surtout parce que le vin rouge français, il est quand même fantastique. Et ça, c'est un gros regret que j'ai. En fait, je crois que j'aurais absolument rien ramené avec moi autre que ma valise, parce qu'au final, j'ai tellement bougé depuis que tu vois là maintenant, chez des amis, j'ai mon carton avec toutes mes photos de quand j'étais enfant, ado. Tous des trucs comme ça que je peux pas acheter en fait, ça tu peux pas acheter. Mais si j'avais laissé ça coûte une fortune de ramener Mais c'est ça, alors que si j'avais laissé chez mes parents ne bougent pas, ça serait là en fait, parce qu'au final combien de fois tu vas ouvrir ce carton et regarder, pas souvent au final. Donc ça serait mon petit message, parce que moi à l'époque j'avais pas du tout peur. J'étais super excitée, donc du coup voilà, ça serait mon petit message, ne ramène pas grand-chose. Et ben les filles, pour conclure cet épisode, normalement, je demande à mes invités une citation ou une chanson préférée. Mais moi, j'ai envie de vous demander si vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous motive le plus à faire un podcast sur l'expatriation. Bah, je crois que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Emmanuel, en fait, que l'expatriation, c'est rencontrer plein de gens, en fait, peu importe finalement d'où ils viennent. Bah, c'est complètement ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça l'idée originelle de mon podcast, de French Expat. C'est que je me retrouvais pas forcément, si tu veux, dans toutes les communautés que j'avais autour de moi. C'était en 2019 quand je l'ai lancé, et j'avais envie en fait d'aller découvrir les histoires. Qu'est-ce qui a poussé les gens, tu vois, à devenir ce que j'ai longtemps appelé, ce que je qualifie toujours, tu vois, de voyage un peu extraordinaire, parce que c'est une vie qui est extraordinaire au sens où bah voilà, on aurait pu continuer comme et ça aurait été très bien, il y aurait pas eu de problème à rester en France, mais on a pris un risque et on découvre encore au quotidien plein de choses, plein de gens, plein d'histoires, plein de manières de faire, de vivre, de penser, et je trouve ça absolument fascinant. Donc en fait, c'est peut-être un peu égoïstement, je remplis un peu mon réservoir à histoire. Je trouve ça génial d'être la première confidente de certains témoignages, et voilà, je me fais plaisir et j'aime bien rencontrer du monde. Mais c'est pas égoïste, parce qu'avec le nombre d'heures que tu passes dessus pour redonner justement ce témoignage, je trouve que c'est pas du tout égoïste. Ouais. Bon, l'intention initiale est égoïste, après. Et toi, Emmanuel? Je rejoins assez ce que vient de dire Anne-Fleur. Je pense qu'en effet, si on fait des podcasts où on interviewe des gens, c'est que à la base, ce qu'on veut, c'est rencontrer des gens et écouter leurs histoires. Et que ce podcast, ce qui m'apporte de plus beau, c'est toutes ces rencontres, et notamment, comme là, de faire cette discussion trop sympa avec vous à 22h du soir. Et aussi, ce à quoi je m'attendais pas quand j'ai commencé en éclaireur, mais qui finalement me touche énormément, c'est les messages des auditeurs quand ils t'écrivent et qui déjà ils ont adoré tes épisodes. Bon, c'est cool. Mais quand ils te disent que grâce à l'épisode sur Singapour ou sur Tokyo ou j'en passe, en fait ils ont décidé de se lancer, ça les a vraiment aidés. Je dis waouh, en fait il y a un impact incroyable, et ce podcast il me dépasse totalement. Donc je pense que c'est pour ça que je continue après 4 saisons comme vous le disiez, à faire des heures et des heures d'interviews et de montage, parce que juste c'est fabuleux de voir que tu peux contribuer à des belles histoires d'expat. C'est clair. Moi, je vais pas du tout être originale, parce que du coup, j'ai littéralement écrit les rencontres. Et j'allais justement parler de notre rencontre aussi, parce que du coup, on se voit pas en plus comme des concurrentes, mais au contraire, on est passionnés par la même chose. Et du coup, je trouve ça vraiment génial. Et en plus, comme je vis seule, moi, je pense j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec une de mes invitées, je dévoile un peu plus, je sais pas, je me sens un peu plus compris. J'ai l'impression d'avoir un petit moment je sais pas. C'est vraiment ça, les rencontres que j'adore. Et d'ailleurs, pour parler également de rencontres,
récemment, j'ai même une personne qui m'a écrit qui allait s'expatrier en Australie, mais qui était j'aimerais bien quand même rencontrer une Française quand j'arrive sur place. Du coup, elle m'a contactée et donc j'ai dans ma communauté Filles Expat des femmes qui sont en Australie et du coup, elles se sont rencontrées quelques jours après qu'elle soit arrivée. Camille, coucou si tu nous écoutes. Et donc du coup, je trouve ça aussi génial parce que du coup, tu dis en plus de moi des rencontres, je permets à d'autres femmes de se rencontrer parce que moi, il est un peu féministe du coup mon podcast. Et en fait, je trouve ça vraiment incroyable. Donc ouais, comme vous l'avez dit, c'est important aussi de s'ouvrir avec les Français et découvrir d'autres témoignages, etc. Donc voilà. Podcast, c'est avant tout des rencontres. C'est dans quel film ça ? C'est avant tout des rencontres. Je sais pas. Non. Je suis française, mais je n'ai pas la référence. Bon, je la chercherai. Ok. Et ben les filles, en tout cas, merci beaucoup. Merci parce que du coup Anne-Fleur, merci à toi. Tu me donnes du temps alors que ton papa te rend visite. Emmanuel, tu pourrais être dans ton lit, mais non, tu es avec nous. Donc merci beaucoup. Je remercie ma fille qui a dormi pendant tout ce temps et qui ne s'est pas réveillée. Super, merci à elle. Et puis de toute façon, je mettrai le lien de vos podcasts respectifs, bien évidemment, dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font parce que moi, c'est un podcast que je suis depuis le début et que j'adore écouter dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci Anne-Fleur. Merci Emmanuel, contente de te reparler. Et bravo Kelly pour tout ce que tu fais, c'est très chouette. Merci. Très contente de pouvoir fêter tes 2 ans avec toi, donc happy birthday Filles Expat. Thank you. Tout à fait. Joyeux anniversaire. Merci et à très vite. Et juste c'est Astérix et Obélix. Le mot de la fin. Voilà. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'aimerais en profiter pour adresser un merci particulier à quelques-uns d'entre vous. Tout d'abord, merci à Tiffany pour l'aide précieuse qu'elle m'a apportée pendant 1 an et demi et merci à Audrey qui a récemment rejoint l'aventure afin de reprendre le flambeau pour elle. Depuis quelques temps, tu peux également retrouver Filles Expat sur TikTok et pour cela, je tiens donc à remercier Caroline de cette portée volontaire dans la gestion de ce compte. Sinon, je tiens à dire merci à des auditrices et auditeurs qui me suivent depuis pas mal de temps et qui prennent souvent le temps d'échanger avec moi sur le compte Instagram. Je nomme donc Charlotte, Alizé, Aline, Sophie, Florence, Nuno, Amélie, Sylvie, Jenna, Manon, Nafissatou, et je suis certaine que j'en oublie d'autres, mais tu sauras te reconnaître, j'en suis certaine. Et pour tous les autres, expatriés ou non, un énorme merci pour ta fidélité et le temps que tu prends à écouter les différents témoignages. Si cet épisode d'anniversaire t'a plu, je t'invite donc à le partager autour de toi et pourquoi pas de faire une petite story sur Instagram. Je te retrouve très vite pour une nouvelle saison puisque oui, je lance officiellement l'ouverture de la saison 6 juste après cet épisode car non, Filles Expat ne s'arrête pas là. Ciao ciao!